entre... Et je dois nommer, je suis obligée de le nommer, à quel point... Ah, attends, il ne veut pas commencer. OK. Il veut-tu? Est-ce qu'on veut être en live? Hola, 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 Charta. Non, il ne veut pas, je vais recommencer. Mhm. Je pense que ça faisait trop longtemps que j'avais préparé ma... Ah, ouais. Je suis en live, on dirait. Est-ce que vous pouvez venir me confirmer, belles âmes, que je suis en live? Viens me dire ça immédiatement. Ben oui, je suis là. C'est merveilleux. Donc, bonjour, bienvenue, belle âme, bienvenue à cette entrevue. Et je dois nommer tout de suite que je suis une fangirl de Dr. Mario Beauregard et c'est la première fois que je le rencontre, mais je suis in love avec tout ce qu'il crée. Mario Beauregard, c'est un docteur en neurosciences, c'est un auteur qui est prolifique, c'est un chercheur visionnaire, je l'aime d'amour. On a pu le voir dans plein de médias internationaux. Et ce que j'aime, c'est une phrase qui nomme dans plusieurs de ses visuels, c'est que nous ne sommes pas une machine biologique. Et ça, j'aime ça. Et je sais que pour toi, ça va te parler aujourd'hui parce que en étant une femme entrepreneuse spirituelle, euh, c'est vraiment quelque chose qui va venir adhérer à toi. Et ma communauté, Mario, bienvenue. Merci de me recevoir, Martine. Ma communauté, Mario, c'est des femmes entrepreneuses qui sont spirituelles. C'est Mhm. aussi des femmes qui se bâtissent une entreprise et qui donc ont une charge mentale beaucoup très élevée. Souvent, elles ont des familles, des gens qu'elles s'occupent. Elles ont très souvent aussi un emploi alimentaire en plus de bâtir une business. Elles en font vraiment beaucoup dans une journée et elles se frappent à une situation, c'est le burn-out de création de contenu. Mhm. Donc, quand elles font la vaisselle, souvent, c'est comme s'il y a des illuminations. Il y a plein de parcelles où elles peuvent attraper de la créativité, des sujets, mais elles ont aussi le sentiment qu'aussitôt qu'elles s'assoient à la planche à dessin et qu'elles doivent créer du contenu, c'est comme si le cerveau vient de partir en vacances. Et malgré tout, elles finissent par créer du contenu, qui ce contenu-là ne fonctionne pas nécessairement, attire pas nécessairement des nouveaux abonnés sur leurs réseaux sociaux et surtout ne crée pas de vente, bien là, elles se Mhm. sentent poches, elles ne se sentent pas à la hauteur. Et avec la lourdeur de toute la charge mentale et des tâches qu'elles ont déjà, bien, le burn-out est à leur porte. Et ce que j'adore, c'est que ce samedi, tu offres une formation euh, Mhm. sur la santé mentale et je vais mettre tout de suite le lien. Et la Et, neuroplasticité. et la neuroplasticité, effectivement. Et je viens de Ouais. mettre le lien immédiatement Mhm. parce que je trouve que s'il y a une place où il faut être là, en fin de semaine, ce samedi, c'est là. Parce que Oui. tes enseignements sont vraiment de la richesse. Tu es un trésor national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que à cette occasion-là, je vais présenter toutes les dernières recherches scientifiques, tout ce qui est de plus récent dans le domaine de la neuroplasticité et en lien avec la santé mentale. La neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau d'être capable de se transformer en fonction de toutes nos expériences, des apprentissages qu'on fait dans la vie de tous les jours. Quand on parle de se transformer, ben, ça peut être en créant de nouveaux neurones, ça peut être en créant de nouvelles connexions synaptiques qu'on appelle, c'est les synapses, les points de contact entre les neurones dans le cerveau. Ça peut être aussi des nouveaux réseaux qui sont créés. Ça, c'est ce qu'on appelle de la neuroplasticité positive.
Par OK. contre, la neuroplasticité, c'est un couteau à deux tranchants. Il y a aussi le versant négatif. Là, c'est quand on vit on fait des apprentissages à la dure, on vit des choses difficiles. Ça peut être quelque chose de traumatisant au niveau émotionnel, ça peut être perte d'emploi, ça peut être travailler trop. On s'approche du burn-out, par exemple, tout ça. Là, on crée de la neuroplasticité négative. Donc, au lieu de créer de nouveaux neurones, on détruit des neurones qu'on a déjà. On détruit les points de contact entre les neurones. On, et ça, si on maintient ça pendant une période de temps trop prolongée, on va sévèrement affecter le cerveau. Donc, par exemple, il y a des études qui nous montrent que si on a, dans une journée, on peut avoir des milliers de pensées. Il y a souvent de ces pensées-là qui sont plus négatives, par exemple, en lien avec des jugements qu'on fait par rapport à soi. Je ne suis pas capable, je suis une victime, ça ira pas bien, etc. C'est tout fait de façon machinale, inconsciente, la plupart du temps. Sauf si on décide d'utiliser le faisceau de la conscience, de l'attention, puis d'examiner ça en pleine, ce qu'on appelle la pleine conscience, par exemple. Mais en temps normal, on ne le fait pas. Et ça, c'est des choses qui vont nous contaminer. C'est des pensées. Les pensées, au fond, ça n'a pas de. C'est pas physique au sens où ça n'a pas un volume dans l'espace, une masse, mais c'est de l'information qu'on envoie au système nerveux. Et puis, dépendamment du type d'information, positive ou négative, on va avoir des effets bien différents. Par exemple, si on entretient des pensées positives, on fait sécréter beaucoup plus de sérotonine dans le cerveau. Sérotonine, c'est associé au bien-être, à l'humeur, la bonne humeur. Puis quand on n'en a pas suffisamment, on rentre dans un état de déprime. On déprime, puis c'est ce qu'on voit dans la dépression clinique. Puis les traitements avec les antidépresseurs, la plupart des antidépresseurs ont essayé de faire augmenter la quantité de sérotonine en circulation dans le cerveau, par exemple. Et si on est stressé en lien avec notre entreprise, par exemple, dans l'exemple que tu donnais, ou les femmes qui te suivent et tout ça, mais qui cumulent énormément de tâches en parallèle, ça amène du stress. Et le stress, ce que ça fait, c'est un peu de stress, c'est bien pour nous motiver. Ça nous prépare à l'action, tout ça. Mais rendu à un certain seuil, quand ça devient trop élevé, ça devient négatif. Puis là, ça fait sécréter des messagers chimiques comme du cortisol, par exemple, l'hormone de stress, l'adrénaline et tout ça. Et ça, mais, maintenant, on sait que quand c'est sécrété pendant trop longtemps, libéré dans le système nerveux, ça va entraîner, ça va augmenter de beaucoup les risques de dégénérescence des neurones. C'est toxique, c'est neurotoxique. Ça va s'attaquer à des régions qui sont impliquées au niveau de la mémoire, le contrôle des émotions. Donc, ça augmente de beaucoup nos chances de développer d'ici quelques décennies une démence, comme l'Alzheimer, par exemple. On sait ça maintenant. C'est des études on appelle ça des études de corrélation, d'association statistique. Il y a plusieurs facteurs d'impliquer, mais ça, la rumination de pensées négatives, mais qui viennent la plupart du temps de façon non consciente, c'est un facteur de risque énorme pour notre santé, la santé de notre cerveau, la santé de notre corps et notre santé mentale, parce que c'est tout interrelié. Hum. Et donc, Ouais. dirais-tu que, parce que souvent, là, la réponse première, là, c'est quand on voit que les choses ne fonctionnent pas, c'est d'être encore plus en train de rechercher qu'est-ce qu'il faut Hum. faire, trouver des Ouais. solutions et ajouter des tâches. Dirais-tu que c'est Oui, ça la solution ou ça va exacerber ce problème-là oui. d'approche de burn-out? Ouais, ça aggrave le problème. En fait, c'est comme tu sais, le cerveau qui est hyper activé, mais pas de la bonne façon. Si on peut utiliser le métaphore du petit hamster là, qui roule dans sa cage continuellement. Ben, c'est ça, là, on peut avoir dans une journée, là, il y a 50, 60, 70 000 pensées. Elles ne durent pas longtemps, mais c'est continu. Et ça, c'est malsain et ça ne nous aide pas au niveau de notre capacité intuitive de recevoir l'information puis de la créativité. C'est des états qui, justement, sont antagonistes à tout ça. En fait, ce qu'il faut être capable de faire, c'est par notre conscience, mais
on a cette capacité-là, nous, les êtres humains. On est capable de prendre une certaine distanciation cognitive, là. En psychologie, c'est comme ça qu'on appelle ça. On devient plus comme des... Si on est capable d'arrêter, par exemple, 15-20 minutes dans une journée, au début, on peut commencer avec 5 minutes, s'il faut. On va s'habituer à, au lieu d'être complètement identifié à nos processus mentaux, nos pensées de stress, notre agitation, nos craintes par rapport à est-ce que l'entreprise va, mes projets vont aboutir positivement ou pas, ben, au contraire, on se détache de notre personnage au niveau de l'ego, du petit moi, puis on adopte une perspective de conscience qui est à un plus grand niveau. Moi, je parle d'un plus grand moi, un grand moi, un petit moi. Et ça, là, juste de faire ça pendant quelques mois, c'est assez pour amener de la neuroplasticité très positive. Ça fait même augmenter la quantité de matière grise, matière blanche dans les structures du cerveau qui sont impliquées dans l'attention, la mémoire, euh, capacité de création aussi, créativité, tout ça. Même de l'empathie pour soi. Si on est capable C'est d'arriver à voir important, ça. qu'on se juge, parce qu'on a plein de, tu sais, notre mental nous envoie continuellement plein de vidanges toxiques, dans le fond, euh, qui sont créés par nous, mais à un niveau tellement profond qu'on n'en est pas du tout conscient. Mais ça, on est capable de complètement, à partir du moment qu'on se met à observer ça, déjà, on va ralentir la quantité de pensée dans une journée. Le mental commence à ralentir. Et à la longue, on va influencer aussi la nature des pensées qui vont venir. Donc, la rumination va diminuer de beaucoup. Ça, les psychologues en approche cognitivo-comportementale, ils parlent d'un recadrage au niveau cognitif. C'est comme si on utilisait une autre paire de lunettes, finalement, pour se regarder soi-même, puis regarder notre vie, ce qu'on fait, etc. Et quand le mental ralentit, là, à ce moment-là, il y a plus d'espace dans notre psyché pour être capable de recevoir des informations importantes pour nos vies ou des informations en lien avec la créativité, nouveaux projets, etc. Il Donc, faut faire... en ralentissant, même si c'est contre-intuitif pour une femme entrepreneuse, en ralentissant, en adressant la pleine conscience, en travaillant sur nos pensées, on arrive à faire plus de place pour le reste. Exact? Exactement. Oui, c'est sûr que ça a l'air paradoxal. Pour arriver à un autre niveau un niveau de créativité supérieur ou d'intuition plus élevé, tout ça, il faut faire ralentir le mental. Il faut le faire taire en partie. Ce que je trouve Ouais. fascinant aussi, c'est que j'ai entendu dans un autre podcast que tu donnais que Mhm. ça peut, tu parles de quelques mois, mais on peut voir un résultat même dans la même journée qu'on commence Oui, à vivre des oui. enseignements. Donc, la journée de samedi, c'est vraiment quelque chose qui peut se créer là, en quelques heures. Ah oui, cette journée-là, ben, la première moitié, c'est donner toutes les connaissances récentes sur ce qu'on a découvert parce qu'aujourd'hui, en neurosciences, on utilise beaucoup les appareils d'imagerie cérébrale. Moi j'ai été un des premiers à faire. C'était ça aux États-Unis d'abord, puis ensuite, j'ai amené ça ici. J'étais un des premiers ici, au Québec, mais au Canada aussi. Puis, avec des outils comme ça, on peut voir littéralement les gens penser, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, ou vivre des émotions, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a pu découvrir que le cerveau est plastique. Parce qu'avant, on pensait que pendant au-dessus d'un siècle en neurosciences, on croyait que ça ne pouvait pas changer. Ça changeait dans l'enfance, ça évoluait jusqu'à un certain point, puis quand jeune adulte, tout s'arrêtait, puis après, on dégénérait tout au long de la vie. Aujourd'hui, on ne voit plus les choses comme ça. On sait que tout est lié à ce qu'on va faire. Donc, est-ce que tout est lié à ce qu'on va penser, comment on pense, quel genre d'émotions on vit, etc. Parce que toutes ces choses-là qui sont, c'est comme,
c'est pas physique, sauf que c'est traduit dans le cerveau sous forme électrique, sous forme chimique. Donc, moi, j'utilise une métaphore, là, je dis le langage du mental, c'est du mentalais, puis le cerveau, lui, il est capable de décoder. Il y a un décodeur, comme un téléviseur qui reçoit des ondes électromagnétiques. Le cerveau, lui, il traduit ça sous forme de neuronois, le langage des neurones. Et ça, c'est traduit de manière électrique puis de manière chimique dans le cerveau. Et ça, est-ce que ça veut Alors, dire que une femme qui présentement vit un épuisement, qui a peut-être un tempérament de plus high achiever, de toujours prendre en mhm. charge, mais que constamment dans sa tête, c'est un soliloque négatif, juste des ruminations, juste de se trouver pas bonne, de ne pas en faire assez. Tu dirais que c'est possible d'amener cette femme-là en quelques mois à complètement Ah transformer oui. sa réalité? Oui, bien, comme tu disais, là, même en quelques heures, on a des. Quand on adopte une posture de ce qu'on appelle pleine conscience, là, justement, pleine conscience, c'est un entraînement mental, dans le fond. C'est que tu deviens un observateur ou une observatrice simplement détaché de ce qui passe au niveau de ton esprit, des pensées et des émotions, des sensations, l'anticipation dans le futur, le saut les mémoires du passé, etc., les croyances. Tu vois tout ça défiler. C'est comme si tu regardais un beau ciel d'été, puis tu vois, il y a des nuages. Il y a des nuages. Puis il peut y avoir de plus en plus de nuages si le ciel devient orageux, s'il y a trop d'humidité. Ben, c'est un peu ça. Et le simple fait de porter son attention de manière volontaire a un impact sur l'activité cérébrale énorme. C'est un peu comme l'effet de l'observateur en physique quantique. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Oui. C'est que le physicien qui fait un acte de mesure au niveau microphysique, au niveau quantique, il veut observer un phénomène à ce niveau-là, puis le phénomène va se comporter soit de manière ondulatoire, soit de manière corpusculaire, une particule, sous forme de particule, dépendamment de l'intention, de son intention, puis du type d'appareillage qu'il utilise. Ça, c'est comme un des phénomènes marquants de la physique quantique. C'est exactement la même chose à notre niveau, au niveau macroscopique, avec notre cerveau. C'est qu'à partir du moment où on l'observe, on s'observe, par notre conscience de soi, on le modifie. On est en train de le changer, déjà. C'est phénoménal. Oui, Et oui. Puis ce ça se que j'ai fait envie, au bout de quelques heures. Au bout au de bout de quelques heures. quelques heures, On- c'est ça qui est il y a fantastique. eu des études avec des. Je me rappelle, bon, une étude, ça, c'est pas fait dans. C'était pas mon laboratoire qui a fait ça, mais d'autres laboratoires. Mais au bout de quelques heures d'entraînement, il y a déjà des changements dans le cerveau. Déjà, même au niveau de la structure. C'est un peu comme la découverte. Au fond, la neuroplasticité, c'est comme faire un parallèle avec l'épigénétique. Pendant longtemps, on pensait que les gènes, ça ne changeait pas, qu'on était programmé, contrôlé. Puis finalement, il y a eu des développements techniques qui ont permis l'avancement de ce qu'on appelle la génomique, là, l'étude de l'activité des gènes. Puis on s'est rendu compte qu'on s'était trompé aussi, là, parce que au fond, les gènes changent constamment, ajustent leur niveau d'activité. On dit qu'ils s'expriment ou pas, sont actifs ou pas, sont ouverts ou fermés. Et c'est exactement la même affaire. Mais c'est normal parce que le cerveau, le système nerveux, est connecté à tous les grands systèmes physiologiques dans l'organisme. Système cardiovasculaire, système respiratoire, système endocrinien avec les hormones et le niveau génétique aussi. Tout ça, ça forme comme on estime maintenant qu'il y a au-dessus de 37 000 milliards de cellules, 37 trillions de cellules dans l'organisme, qui sont toutes interconnectées. C'est comme une gigantesque autoroute de l'information. Puis ils échangent des messages. L'information, elle est transportée, acheminée par des petites molécules qu'on appelle des peptides surtout. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe au niveau mental est traduit dans l'organisme. C'est comme un grand système, un système informationnel. Puis ça va aller affecter au fond, tout ce qui existe dans toutes les cellules dans notre corps, les trillions de cellules, sont affectés par ce qui se passe au niveau mental. Est-ce que Ça, les là, femmes ont une prédisposition à avoir
des plus grands enjeux en santé mentale, dirais-tu? Ça dépend des problématiques, mais pour ce qui est de, mettons, les troubles anxieux, l'anxiété, dépression, oui, il y a plus de femmes qui en souffrent que d'hommes, effectivement. Puis ça peut être dû à... Ça, on a des différences au niveau biologique et tout ça, mais au niveau des hormones, par exemple. Mais il y a aussi le mode de vie, exactement, parce que c'est ça, tu sais, que avec l'émancipation des femmes, le courant féministe et tout ça, ce qui est arrivé, c'est que mais les femmes ont changé un peu ont changé même radicalement le mode de vie. Sauf que il y en a beaucoup qui veulent encore avoir une famille puis des enfants conjoints et tout ça, évidemment. Alors là, c'est parce qu'ils sont obligés de cumuler une quantité, comme tu disais, énorme de tâches en parallèle. Alors, leur vie est différente de celle des hommes, dans une certaine façon aussi, des modèles. Et ça fait que c'est plus difficile pour les femmes. Fait que c'est encore plus important, vu Oui, que dans notre vie, on a des fluctuations hormonales à plein c'est de moments ça. forts de notre vie, Oui, c'est encore plus oui, important de prendre soin de notre santé mentale. oui. Mais la santé mentale et la santé physique, c'est très, très lié. Il y a plein d'études qui montrent maintenant que c'est tout interconnecté. En fait, puisque tout est réuni dans comme je le disais, le cerveau est connecté avec tous les autres systèmes physiologiques, le système endocrinien, les hormones, tout ça. Donc, c'est un tout, le corps. Pendant qu'on est en vie, physiquement, je veux dire, avant, pour moi, la transition dans un monde plus spirituel, mais tant qu'on est incarné dans ce corps-là, euh, chaque chose qui se passe au niveau mental a une implication au niveau physique. Et l'inverse est vrai aussi. Tout est interconnecté. Puis c'est l'autoroute de l'information au niveau psychosomatique, le réseau, c'est multidirectionnel. Ça va. Donc, les gènes peuvent envoyer au cerveau des messages. Le cerveau peut envoyer des messages aux gènes. Ça communique de tout bord, tout côté, continuellement. Mm. C'est vraiment Mais ça nous donne fascinant. une responsabilité, là. Ça nous responsabilise. Exactement. Parce que, comme tu le nommes si bien, tu sais, les études ont montré que même dans les premières minutes, heures de création et d'utilisation, ça transforme. Mm. Il faut aussi qu'on ait quand même une marche à suivre un peu, hein? Puis c'est ça que tu nous offres ce samedi. C'est quoi Oui, la marche à suivre? dans la deuxième partie, la première partie, c'est toutes les dernières découvertes, les théories. Puis la deuxième partie, dans l'après-midi, c'est toutes les approches, les moyens, les techniques pour produire la fameuse neuroplasticité positive dont on a tellement de besoin. Puis pour montrer aux gens comment on appelle ça de la neuroplasticité autodirigée, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons d'influencer ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps, de manière volontaire. On peut faire ça avec ces techniques-là maintenant. Puis Donc, on examine toutes ces je techniques. trouve ça bien parce que très souvent, on va avoir tendance à dire, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis Mhm. ça va venir nous l'expliquer. Puis euh, je te le partageais un petit peu plus tôt avant qu'on entre dans l'entrevue. Mais moi, je passe 2 heures avec moi chaque jour. Mhm. Parce que, tu sais, toi, tu connais pas mon histoire, ma communauté le savent. Moi, je Ah, viens de. Je suis ce que les thérapeutes appellent une traumatisée en série. Donc, ah, j'ai eu des viols, j'ai eu. ah. Mon frère s'est enlevé la vie, c'est moi qui l'ai trouvé. Mhm. J'ai eu beaucoup de fausses couches. J'ai eu beaucoup d'événements traumatisants. Et en plus, je viens d'une famille où la dépression, c'est comme d'avoir les yeux bleus, là. Tu sais, c'est génétique. Toutes mes tantes OK. étaient sur les petites Oui. pilules sourire. Et donc, moi, à 20 ans, quand mon frère s'est enlevé la vie à 20 ans, j'ai 2 personnes qui se sont enlevées la vie dans ma famille. Et le médecin m'a dit, Mhm. ben, toi, tu vas être une dépressive chronique. Et Mhm. c'est normal, tu vas être médicamenté toute ta vie. Et j'ai jamais accepté ça. Donc, j'ai toujours travaillé dans le sens. Puis, c'est ce que j'aime de tes enseignements, c'est qu'au lieu de passer trop de temps à me dire, c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que j'ai de pas correct quand tout le monde voit le soleil, puis moi, tout ce que je vois, c'est ce qui va pas. Mhm. Euh,
c'est d'être capable de le transformer rapidement puis de le Ouais, garder dans le temps. c'est ça, exactement. Mais tu sais, en médecine, les médecins, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque où c'est qu'on leur enseigne une vision tout à fait matérialiste, mécaniste. On présente l'humain comme une machine, Mhm. purement et simplement. Puis on ne parle pas de toute l'influence de notre conscience, nos pensées, nos émotions, tout ça. Ils étaient pas là à l'époque, mais aujourd'hui, bon, ça- on avance un peu parce qu'il y a de plus en plus d'universités qui enseignent une médecine qu'on dit intégrative, fait qu'ils considèrent sont ouverts un peu plus. Mais oui, tu sais, à l'époque, si tu parles de dépression génétique, ben, les taux de suicide, c'est vrai qu'ils sont plus élevés dans les familles où il y a de la dépression de type biologique. Mais quand même, on peut pas. Quand un médecin on nous dit quelque chose comme ça, il nous jette un sort. Moi, je l'ai expérimenté à un autre niveau. Mon père avait une maladie, un lymphome au niveau de la peau. Et moi, j'ai hérité de ça au niveau génétique. Ça, c'est. Puis les médecins étaient très. Mon père est décédé, mais il avait 75 ans. Moi, ils ont découvert ça, j'étais au début de la quarantaine. Et là, l'oncologue qui découvre ça me sort les tables de statistiques. Puis là, il me dit il faut te faire de la chimiothérapie de façon préventive parce qu'il ne m'avait même pas encore scanné l'organisme. J'ai dit ouais, mais il faudrait peut-être me scanner pour voir s'il y a des métastases. Ben là, il dit tu sais, un lymphome, là, ça circule par le système lymphatique. Ça peut être rapide aussi. Mais il était dans la peur totale, puis dans les statistiques, tout ça. Puis il me proposait un traitement. Puis j'ai demandé, ça va faire quoi votre traitement? Il me dit, oh, pas grand-chose. Ça, ça peut juste détruire ta glande thyroïde. Alors, juste ça, je lui dis. Je lui dis, je vais m'occuper de ça par moi-même. Là, il me regardait, puis quoi? Tu dis quoi, là? Ben, j'ai dit, j'accepte pas ce que vous me proposez, puis je m'arrange avec ça par moi-même. Puis là, il me disait, t'es dans le déni, t'es dans. Parce qu'ils sont formatés comme ça. Je pensais comme ça. Fait que c'est la même chose avec toi, mais tu sais, il ne voit pas d'autre alternative, il connaît rien d'autre. Il pense que tu peux contrôler les symptômes avec un antidépresseur puis, ou différents types de médicaments. Mais c'est pas ça du tout. La nouvelle réalité, si on regarde les recherches, c'est au contraire, on a des capacités énormes. En fait, on influence nos vies la plupart du temps inconsciemment. C'est-à-dire que oui, on crée ce qui se passe dans notre cerveau, notre corps, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne sait pas nécessairement ça. Puis Mais on ne nous non, apprend pas non, comment gérer, quoi faire au fond, tu sais. on l'a acheté. C'est c'est- C'est de même. c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu peux y changer, c'est comme ça, tu sais. Moi, je me rappelle, il m'avait dit, en plus, là, tu vas nous revenir dans un an, là, 2 ans, puis il va être trop tard. Tu vas te traîner à la tête devant nous autres, nous supplier de, c'est jamais arrivé. Je suis retourné chez nous. J'ai fait hyper attention à ce que je mangeais. Je faisais de la visualisation, méditation, justement, pleine conscience, parce que je ne voulais pas avoir de doute, pas de peur. Puis c'était bien contrôlé. Au bout de 3 mois, le cancer avait disparu complètement. Mais C'est je n'ai pas retourné leur dire parce qu'ils auraient pris ça comme de la provocation. Ils auraient dit espèce de petit arrogant. Surtout venant d'un gars qui avait passé 13 ans à l'université. Eux, pour eux, c'était comme aberrant. Là, tu sais, mais en réalité, c'est ça. Puis il va falloir qu'éventuellement, que tout ça soit intégré aussi au niveau de la médecine. Mais la médecine est contrôlée en grande partie malheureusement, les pharma, désolé, désolé mes amis au Collège du médecin, mais par l'industrie pharmaceutique. 100%. C'est la vérité. Tu sais, si on fait juste parler de ce que les médecins ont, tu sais, la lancée des opioïdes, puis l'impact que ça a sur la société aujourd'hui, Oui, euh, tu sais, c'est un peu, bref, on n'est pas obligé d'aller là, mais tu sais, en même temps, il faut oui. aussi s'écouter. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est aussi de penser que, tu l'as nommé, c'est inconsciemment qu'on a créé ce qu'on est Ah oui, présentement. Puis oui, oui.
Si on Oui. vit puis qu'on n'est pas heureuse, puis que, tu sais, justement, tu es constamment en train de sentir que tu es en mode de combat pour Mm. continuer, Mm. c'est pas consciemment que tu as créé ça, mais grâce à ta conscience, tu es Non. capable de venir transformer ta réalité. Et Oui. c'est ce que Oui. t'offres, toi, ce Oui. samedi. Je trouve ça Exactement. vraiment emballant. Et j'ai mis les informations, je vais les remettre, Mhm. puis je vais en parler jusqu'à samedi parce que je trouve ça important qu'on Oui. puisse avoir des outils. Puis justement, euh, au lieu de se dire, ben, je ne reçois pas les réponses que je veux peut-être de mes médecins, puis je ne suis pas à l'aise avec ce genre d'avenue-là. Est-ce que j'en aurais une autre Mhm. option? Puis comment je pourrais l'utiliser pour que ça Mhm. m'aide à Oui. transformer ma réalité puis me sentir plus en cohérence avec Mhm. mes valeurs, puis Mhm. qu'est-ce que j'ai envie de. Mhm. Puis ça va se passer où exactement? C'est pas loin, là, c'est à Montréal. Oui, c'est à Saint-Léonard. C'est au Petit Théâtre qui fait partie du centre Leonardo da Vinci. Et puis, c'est là. C'est ça, c'est un petit théâtre. Donc, l'événement dure une journée, là. On commence tôt l'avant-midi, puis ça va finir en fin d'après-midi, avec une pause sur l'heure du midi. Mais les gens vont pouvoir ressortir de là avec des outils, des moyens, des stratégies pour être capables, justement, de transformer positivement leur cerveau, puis d'optimiser leur capacité aussi au niveau cognitif, l'attention, la mémoire, la résolution de problèmes, tout ça, on parle de ça aussi beaucoup là-dedans. Ah, Mais j'adore le ça. focus est sur la santé mentale, évidemment. Les techniques de gestion des émotions, tout ça, c'est parce que les émotions, il y a la pensée qui est impliquée là-dedans. Ça se passe très vite, on réagit très vite parce que c'est comme automatisé. Mais en fait, il y a toujours un élément de pensée derrière tout ça, ou une croyance, qui fait on réagit d'une certaine façon plutôt que d'une autre façon. Alors, le simple fait de conscientiser ça nous permet de transformer nos façons de réagir. Mm. Puis moi, Puis, je suis un exemple de ça, là. Moi-même, là, quand j'étais enfant, là, dans ma famille, il y avait énormément d'anxiété. Il y avait des problématiques aussi. Ben, c'est rare, de toute façon, de trouver tu sais, des familles où il y a rien. Là, tu sais. On est des êtres humains. Mais donc, moi, j'ai hérité de ça au niveau génétique. Puis j'ai dû composer avec ça. L'anxiété assez généralisée. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui aux gens, puis ce que je donne, transmets comme connaissance, j'ai été mon propre cobaye, moi, dans ma vie. Je l'ai appliqué. Je n'étais même pas capable d'aller au primaire, là. J'étais tellement gêné, là, puis je ne pouvais même pas aller parler devant une classe avec 10 élèves, mettons. Puis je me suis retrouvé des décennies plus tard à parler à travers le monde entier avec des auditoires de plusieurs milliers de personnes, à rencontrer Dalai Lama, à aller parler aux Nations Unies à New York, etc. C'était inimaginable à cette époque-là. Fait que c'est un bel exemple de comment on peut transformer une vie. ça, j'aime ça Tout à aussi fait. de tes enseignements parce que ça, tu l'as toujours nommé, que toi-même, tu passais à l'action. Oui, oui. J'aime de prendre les informations de gens qui vont pas me faire ce que je te dis, mais pas ce que je fais. C'est Ah practice oui, what you preach. Puis ça, je trouve oui, ça aussi le fun parce que tu as toujours nommé ça dans tes oui, oui, ateliers, dans tes oui. formations. Fait que ça, j'adore ça. C'est samedi, le 2 décembre. J'ai mis les informations. Il y a une option VIP aussi. Je t'invite à Oui. venir, belle âme, à apprendre puis à avoir des outils que tu vas pouvoir pratiquer dès maintenant. Et comme Mario Beauregard vient de le dire, ça va avoir un impact sur ta plasticité tout de suite. Mhm. Donc, Mhm. merci Mario Oui. d'avoir passé ce Merci à moment-là toi, avec Martine. moi, avec nous, d'avoir pu servir Mhm. ma communauté puis ma famille de cœur. Merci, merci, merci. Bye tout le Ça m'a monde! fait plaisir.